Salut tout le monde, bienvenue sur Snack. Aujourd'hui, on accueille Mélissa Lejar. Elle est arbitre de foot international. Elle va nous expliquer toutes les coulisses de son métier. Mais d'abord, je vous propose de vous abonner pour nous soutenir. Comme ça, on va pouvoir vous proposer de meilleures histoires d'émission en émission. Ah, ils avaient disparu que pour la 3 ? Exact, Mélissa. Ça va, Mélissa ? Ça va et toi ? Ouais, très bien. Mélissa, on va jouer d'abord à un petit jeu pour briser la glace, ça va. Je vais te poser des questions, tu as 3 secondes pour y répondre à chacune. Je pense que ce sera assez, ça va ? Crois. Ok. T'as quel âge ? 36. 36. Depuis quand t'es arbitre ? Ça fait, je pense que c'est ma 16e saison, ouais. 16e saison. J'avais 21 ans, il me semble, quand j'ai commencé. Ok. C'est compliqué d'arriver à ce poste quand t'es une femme ? Déjà, l'époque a changé du moment où j'ai commencé à maintenant. Maintenant, je dirais que c'est beaucoup plus facile. Il y a les REF Academy, les stages B de REF, etc. Il y a plein de choses qui ont été mises en place. Il y a des postes qui ont été créés pour encadrer le recrutement qui est devenu vraiment très, très important. Il y a plus de clubs, il y a plus de joueurs, donc fatalement, il faut plus d'arbitres. Les arbitres, d'un moment, ont pris leur retraite, donc il a fallu renouveler... Donc ouais, ici, ça doit être beaucoup, beaucoup plus simple. On va en parler, on va développer tout ça après. Est-ce que certains clubs ont déjà essayé de te payer pour les faire gagner ? Payer, j'irai pas jusque-là, parce que fatalement, à mon niveau, tout est affaire d'argent, tu me diras, mais à mon niveau, je pense pas qu'on en arrive là et qu'on approche... moi, je suis assistante arbitre, mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune et que je faisais toujours les équipes de jeunes... parle pas spécialement d'argent, mais des rêves, c'est le dernier match, si on gagne, on est champion, des choses comme ça. Une petite approche légèrement amicale, mais amicale un peu déguisée, qui ne tente rien à rien, hein, comme on dit, mais vraiment une vraie proposition, ça j'ai jamais eu, non. Heureusement. T'as déjà hésité à mettre une rouge à un joueur ou une joueuse que tu connaissais ? Que je connaissais. Ouais. Non, alors c'est arrivé donc du temps où j'étais arbitre principal. J'ai été voir un match d'une personne que je connaissais, il n'y avait pas d'arbitre. Donc dans ces cas-là, j'avais toujours mon sac avec moi. J'ai pris l'initiative, j'ai pris la décision d'arbitrer le match. L'autre équipe était complètement d'accord, malgré le lien que j'avais avec la personne de l'équipe adverse. Et cette personne ne s'est vraiment pas bien comportée, ne s'est pas comportée de façon professionnelle, n'a pas fait la différence entre la personne et le maillot et la fonction. Et j'ai sorti la personne que je connaissais, que j'étais venue voir. Ok. Donc, objectivité. Depuis ça, on n'a plus jamais remis mon intégrité en doute. Je crois que ça a fait le tour de la province. Non. Mais c'est très bien, c'est très bien. T'as déjà été harcelé par des joueurs pour une décision que t'avais prise lors d'un match ? Donc, encore une fois, ça date de l'époque où j'étais arbitre principal, fatalement seul, en équipe de jeunes. J'ai eu une fois un incident avec une décision qui a été fortement contestée. J'avais dû arrêter le match. Donc ça arrive, oui. Le capitaine n'était vraiment pas content. C'est venu après discuter au niveau du vestiaire, etc. Donc fatalement, j'ai fait un rapport. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, tout ce qu'on est censé faire dans ces cas-là. Il y a eu une suspension. Donc voilà, il n'y a pas que des moments agréables, je vais dire comme ça, mais j'ai été super bien encadrée. On m'a téléphoné par après pour savoir si ça avait été, etc. Donc il y a eu fatalement la commission disciplinaire et il y a eu une sanction qui était, pour moi... Justifié et exemplaire. Ouais. Super. Ça gagne bien, arbitre de foot ? Oh, la question qui fâche. Alors, à mon niveau, à moi, actuellement, donc en équipe nationale amateur, donc ici, je suis en division 2, en transition nationale A, donc voilà. On va être franc, j'ai 45 € par match. Ok. Au niveau international, ça c'est autre chose, fatalement. Quand je vais à l'étranger, etc., il y a des primes de séjour parce qu'on n'est pas à la maison, etc. Il y a des primes pour payer pour tout ce qui est frais annexes, etc., le parking à l'aéroport, etc. Donc ça, c'est toutes des choses qui viennent s'additionner au niveau international. Mais en Belgique, malheureusement, au niveau football amateur, quand on voit que certains joueurs en division 2 viennent pour des contrats, des 1000 et des 100, et nous, on leur dit qu'on est là pour 40, 50 €, ça fait sourire, en fait. Ça fait sourire et ça désole un peu en même temps. Après, est-ce qu'il est possible pour la fédération de nous augmenter ? Ça, on ne sait pas. On sait bien que tout se joue beaucoup plus haut que nous. Donc, il y a le monde professionnel, bien évidemment, il y a la Pro League. Fatalement, il y a du placement de publicité, etc. Donc,
ça génère beaucoup plus d'argent et de vues, ce qui n'est pas le cas par exemple pour le football féminin. Malheureusement, pour ce qui est de la Score League, c'est différent. Et alors en amateur, là on est un peu bloqué. Il y a des choses qui sont un peu mises en place. On essaye un peu de faire entendre nos voix. L'année passée, les professionnels les semi-professionnels ont fait une espèce de petite grève, etc. Il y a des choses qui ont été faites comme ça. Le but n'est pas de mettre la pression à la fédération, le but est de trouver un terrain d'entente avec tout le monde, évidemment. Mais ça reste une passion. C'est celui qui dit qu'il arbitre pour l'argent, soit il est content avec ses 40 €, soit il ment. On est clairement là pour une envie, pour une passion et pour tout ce qui nous unit, pour la famille de l'arbitrage, en fait. Super, ok. C'est quoi ton club préféré? J'en ai pas. T'en as pas? Non, vraiment pas. C'est quoi le match que tu rêves d'arbitrer? Que je rêve d'arbitrer? Oh là là. À ma portée ou vraiment je rêve et très très loin devant moi, j'oublie que j'ai 36 ans, tout le bazar. Tu peux oublier tout ça et oui, on essaye de se projeter. Je suis fort sur le tard, mais tu peux demander que ce soit un joueur ou un arbitre. Je pense qu'on va fatalement te répondre la Coupe du Monde, tout ce qui est Champions League, Coupe d'Europe, etc. Donc fatalement avec des stades de fous et tout le machin. Non, j'ai les pieds un peu plus sur terre. Mais t'en as déjà fait des stades quand même assez importants avec des milliers et des milliers de personnes, des dizaines de milliers même. Alors, c'est déjà arrivé. Oui, en match amical. On en parlera après, mais c'est déjà arrivé comme ça. Vous savez un peu de quoi on va parler. Ça te plaît de mettre des rouges? À l'époque, plaire, c'est un bien grand mot, ça fait un peu... Ouais, un peu sadique comme ça. un peu sadique. C'était un peu l'origine de la question. Mais oui, non, je pense pas qu'on est sadique. On n'est pas censé... voilà, j'ai trouvé ma phrase. On n'est pas censé prendre de plaisir à sanctionner, on est censé faire respecter un règlement. C'est comme si tu vas aller demander à un policier s'il prend un gros kiff quand il met un balayage à un voleur et qu'il le maîtrise au sol et qu'il lui met un coup de taser, tu vois. Il va te dire non. Alors que si ça se trouve, dans l'adrénaline, c'est son gros kiff. Mais on n'est pas censé prendre de plaisir à avoir des... Parce que qui dit rouge dit fatalement situation un peu désolante, donc soit un goal annulé, soit un violent conduct, donc un contact violent ou quoi aux caisses, peut-être une blessure, quelque chose comme ça. Donc c'est pas censé être un événement qui réjouit. Après, fatalement, quand on a les comportements inappropriés, voire même violents envers les arbitres, on prend fatalement aucun plaisir parce qu'au moment où ça arrive et que la carte rouge doit être exhibée, c'est que les faits atteignent un niveau qui justifie que ça doit être fait. Donc en fait, faut pas se dire qu'à ce moment-là, on se dit « Yes, c'est le moment que je voulais, je suis content de mettre la carte ». À ce moment-là, on est en train de se faire agresser, en fait. Ouais. Donc, de toutes sortes que ce soit par une personne, soit par plusieurs. Donc en fait, c'est toujours un moment extrêmement intense, en fait. Et sur le moment même, on se dit pas « Ça y est, c'est le moment que j'attendais ». C'est celui-là, j'avais envie de l'aligner. Non, en général, la personne est contre nous et c'est quelque chose de très intensif. Il y a les bancs, il y a les supporters, etc. Donc c'est un moment très important. La façon dont tu vas montrer cette carte rouge est importante aussi. Il faut que le message passe, il faut que tu sois clair, il faut pas être dans la tremblote, il faut pas non plus être comme un fou, comme un gendarme. Donc il y a plein de choses qui circulent dans la tête à du 1000 à l'heure, dans la tête de l'arbitre à ce moment-là. Et il doit rester calme, donc... Ok. T'as déjà dû réagir face à des ultras un peu violents? Violents, je réfléchis. Des gens qui jettent des gobelets, etc. Machin. Ah, j'ai fait la première finale de Coupe de Belgique que j'ai fait chez les femmes. C'était rigolo. C'était Anderlecht Standard. Et va-t'en savoir pourquoi, j'étais la seule arbitre wallonne, par-dessus marché liégeoise. C'est pas censé entrer en ligne de compte, mais va-t'en savoir pourquoi. C'est les supporters du Standard, ils m'ont arrosé au début du match avec des fumigènes, etc. Donc la pelouse prenait feu. Donc moi, j'y vais vers le goal vérifier les filets. Et au moment où je me retourne vers ma ligne, je dis à ma collègue, il y a ma pelouse en feu. Elle me fait, j'ai vu. Donc on a dû retarder début du match, etc. Le temps que les jardiniers arrivent pour éteindre, etc. Ils m'ont lancé des gobelets et tout. Et je me dis, c'est la meilleure de l'année. C'est moi, les gars. Mais après, on est censé être neutre. C'est pas censé entrer en ligne de compte. Mais je me suis fait un peu arroser par les supporters du Standard. Gentiment. Allez, une dernière. T'as déjà fait une erreur d'arbitrage? Ouf, oui. Oh. Ça arrive. Oui, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Et on en parlera justement après. On va rentrer dans le vif du sujet, Mélie, avec une première question. C'est quoi le match le plus dingue que t'aies arbitré? Dingue dans quel sens? Qui a accueilli le plus de monde, qui a fait le plus parler de lui, finalement?
Oh là là. Le plus de monde, fatalement, on est sur un match du coup à l'étranger. J'ai fait 2 matchs amicaux. Alors c'est rigolo parce que c'est amicaux, mais du coup dans des pays où le football féminin est assez créé un engouement, je vais dire ainsi. Donc en Irlande et en Allemagne. En Irlande, il y avait 12 000 personnes dans le stade. C'était un petit stade, donc il avait l'air rempli. Et en Allemagne, il y avait 14 000 personnes. Et il y avait des écrans géants et tout. Il y avait le mec par terre avec la caméra. Enfin, c'était super impressionnant parce que... C'est une pression quand tu rentres dans un stade En Belgique, il n'y a pas tout ce système de caméra, cette médiatisation, etc. Il n'y a pas toute cette mise en place, malheureusement, pour les matchs féminins. Donc fatalement, là, j'étais en mode qu'est-ce qui se passe, pourquoi des interviews, les gens qui crient à la sortie du stade, qui veulent des autographes des filles et tout. Et ça fait super plaisir à voir, en fait. Mais quand tu arrives sur le moment même, tu es un peu surpris. Quand tu viens pas d'un pays où le foot féminin génère ce genre de choses et où tu ne vis pas ce genre de choses au quotidien, tu es surpris. Grosse pression quand tu rentres dans un stade comme ça rempli de 12 000 ou 14 000 personnes. Ouais. Tu ressens quoi? En fait, au départ, la personne qui nous reçoit nous le dit dans le vestiaire. Donc, au moment où on s'habille, il nous dit, voilà, on a autant d'entrées. Il nous explique qu'est-ce qui est attendu au niveau du stade. Mais tu réalises pas. C'est pas voir, je pense que c'est entendre. Ça fait un bruit. Un bruit on le constate incroyable. quand on va justement dans en fait, un stade. On monte au stade, donc on a une des tribunes qui est devant nous, et puis après on se retourne. Et ça dépend un peu comme le stade est fait. Il y a des tribunes beaucoup plus impressionnantes que d'autres. Mais les gens qui crient et tout, c'est... Quand t'es au milieu, ça doit être dingue le bruit en fait. Parce qu'en tribune, c'est autre chose, je pense. Mais au milieu, tu reçois tous les sons. Quand c'est un stade fermé, des 4 côtés, ouais, c'est un peu comme ça. Ouais, ça doit être fou. Ouais, franchement. On a la chance d'avoir ce genre de choses. Ouais. Comment tu deviens arbitre professionnel, arbitre international, à arbitrer des rencontres comme ça quand tu es une femme? C'est beaucoup plus compliqué en fait. Non, c'est beaucoup plus simple. C'est plus simple, ouais. Alors, enfin plus simple. Il y en a moins. La compétition fait moins rage, du coup on est tellement pas beaucoup, tellement peu, pour bien parler, qu'une fois qu'on montre un petit peu, qu'on participe, qu'on rentre dans les groupes, qu'on va aux entraînements, etc., fréquemment, qu'on se montre qu'on a des bons retours et qu'on s'investit, parce que la partie la plus importante, en fait, c'est l'investissement. Il n'y a pas tout qui te tombe du ciel d'un seul coup d'un seul. Et que tu t'investis, et que tu t'entoures bien, et que tu évolues, mais fatalement, tu arrives vite au top niveau que les femmes peuvent atteindre en compétition homme, je vais dire ainsi, donc le niveau amateur où moi je suis. Et fatalement, par exemple, ici, en Belgique, à mon niveau... On est 5 ou 6 en fait. Allez, ok. Oui, et donc il y a 5 badges internationaux. Donc une fois qu'on atteint ce niveau-là, on est. Et il y a plus de places. La liste n'est pas complète. Donc on devrait encore avoir des gens qui se rajoutent dessus. Donc il y a de la place. Il y a clairement de la place. Les formations, c'est compliqué à suivre. Tu dois suivre quel parcours au début de l'arbitrage ou là maintenant Au début, tout ton parcours quoi. Ok, ce serait beaucoup plus simple maintenant quand je vois, j'ai participé à un stage Billes de rêve, donc pour un petit peu essayer d'avoir des nouveaux arbitres, donc les gens peuvent s'inscrire, etc. Ils peuvent venir voir, la personne qui s'occupe du recrutement est vraiment très bien, elle montre des images super, et donc j'étais venue parce qu'il y avait des filles qui étaient inscrites, donc j'étais là un peu pour dire salut, et de raconter un petit peu mon histoire, pour un petit peu les mettre dans l'ambiance, pour pas qu'elles soient un peu effrayées, en mode, il y a que des garçons, qu'est-ce que je fais là, etc. C'est impossible. Donc voilà, j'étais là. Ce que mon collègue explique dans son PowerPoint et la façon dont il parle aux futurs candidats, aux futurs arbitres, la façon dont il donne envie. Si on m'avait dit ça il y a 16 ans, j'aurais peut-être évolué beaucoup plus vite. Il montre des choses et il donne des conseils que moi, on m'a donné après des années et des années, en fait. Par exemple? Il y a tout qui s'accélère. C'est quoi les bons conseils, tu vois, à donner pour devenir arbitre? Déjà, l'encadrement, ça c'est quelque chose, parce que moi je me rappelle que quand j'ai commencé, on fait les cours, on fait l'examen, après on nous envoie en match, et puis voilà, donc on devait faire une saison en minime, une saison en cadet, donc maintenant ça a bien évolué, et une fois qu'on est un peu bon, on peut évoluer beaucoup plus vite, on n'a plus besoin de faire ses preuves pendant autant de temps. Mais ici, dès l'examen, dès les stages, déjà des fois il fait des stages de plusieurs jours, ils sont à Tubize, ils sont dans les infrastructures du football professionnel. Donc il y a tout un, on dirait qu'ils ont un pied dedans directement, ils peuvent rencontrer des gens, etc. Donc moi j'ai mis des années avant d'avoir les contacts que maintenant les jeunes peuvent avoir des contacts quasiment directement. En fait. Ouais, c'est beaucoup plus intéressant de se lancer en fait maintenant. Maintenant c'est beaucoup plus simple. Plus simple, ouais. Plus simple, ok, d'accord. Ouais. Bon à savoir. Et donc, tu as une formation qui consiste en quoi
tu es sur un terrain et tu dois déjà arbitrer un match factice ou quoi? Ah bah, une fois qu'on t'a envoyé en match 2 fois avec une personne qui t'accompagne, un peu genre à pareil, etc., et que la personne, elle t'a un peu orienté, elle te dit oui, c'était pas mal, ou travaille un peu ça, etc., bah là, après, t'es tout seul. T'es tout seul. Okay, et alors, il y a des examinateurs qui viennent, qui te donnent une fois de temps en temps sur l'année, qui te donnent des conseils, qui te suivent, qui réfèrent ce qu'ils ont vu fatalement au département de l'arbitrage, bon, ici en province de Liège, et puis au fur et à mesure, on change, on monte de niveau. Et alors, il y a tout quelque chose qui est fait. Ah, bah celui-là, ah, bah tiens, il a eu 2 bons rapports, tchac, tchac. Donc, il y a un suivi qui est fait, mais il est plus attent sur les jeunes maintenant qu'on essaye de recruter, qu'on 16, 17 ans, qui font les stages, etc. Bah, eux, fatalement, on les a déjà dans nos dossiers. Quelqu'un qui vient de la filière libre, je veux dire, moi je me rappelle, il y a 15 ans, j'ai juste passé les examens, point final, j'ai appris après des années qu'il y avait des entraînements toutes les semaines au CREF à Blény, donc ouais, non, je sais pas, j'étais un peu comme perdue. Et c'est idiot parce que quand je vois qu'on cherche énormément de filles, je me suis dit, punaise, à l'époque j'étais une fille, pourquoi est-ce que je me suis retrouvée des années comme ça à piétiner et à monter très lentement? Et puis au final, je me suis bien amusée, hein, je regrette aucune lenteur que j'ai subie, je vais dire ainsi, mais quand je vois maintenant comme ils ont easy, je me dis, mais allez, sérieux. Donc on prépare clairement, on a clairement envie que l'arbitrage belge évolue, et pour qu'il évolue, il faut que les jeunes soient drillés immédiatement. Il ne faut pas qu'on se dise, oui, il a 17 ans, on a 10 ans. Il n'y a pas 10 ans, il faut vraiment y aller. Il faut y aller dès le plus jeune âge. En fait, il ne faut pas prendre... Moi, ce qui m'est arrivé, ça, peut-être que je peux regretter, en étant restée un peu longtemps seule, puis après je suis devenue assistante, etc. Mais j'ai pris des mauvaises habitudes de déplacement, des mauvaises habitudes de placement, des mauvaises habitudes de jugement. Parce qu'ils ne te formaient pas assez? Mais ouais, j'avais pas accès ou j'avais pas la connaissance de comment avoir accès aux formations. Mais tout ce qui est donné maintenant, clairement il y a 15 ans, ça n'existait pas. D'accord. T'es vraiment pris par la main alors qu'avant. Maintenant il y a des sessions techniques avec des clips, on voit des choses, etc. C'est la CFF alors? C'est la CFF, oui. Ici on a eu la chance d'avoir pendant une année Monsieur Lardot, Jonathan Lardot, qui s'est occupé du groupe Bicor. Donc c'est tout le groupe de talents, je vais dire. Donc 2 fois par mois, il donnait une session technique d'1 heure. À Tubi, qui était extrêmement intéressante. On avait des bons retours de sa part. Maintenant, ici, il vient de prendre la direction technique de l'arbitrage belge. Donc, là, c'est un très grand monsieur. On a beaucoup appris avec lui, rien qu'en une saison. Donc, c'est super intéressant. Ce qu'on nous offre là, ça n'a pas de prix, en fait. Et j'espère que, du coup, moi, je réalise parce que j'ai un passif dégueulasse. Mais du coup, j'espère que les jeunes, maintenant, qui arrivent, ils se disent pas, ah ouais, ok, super. J'espère qu'ils réalisent la chance qu'ils ont. Ouais. Parce que ça, l'air de rien, comme je disais, chez les garçons, ils sont plus. La compétition, elle fait rage. Il y a une limite d'âge, etc. Tout le monde n'aura pas le badge international. Tout le monde n'ira pas au Challenger Pro League. Tout le monde n'ira pas au Jupiler Pro League. Donc, j'espère que les gamins qui arrivent, ils n'arrivent pas les mains dans les poches en se disant, je suis déjà dans le groupe, machin, truc. Il faut travailler tout le temps, en fait. Ouais. Travailler tout le temps, ouais. Travailler quoi? Mais tu me disais justement comment est-ce qu'on doit se préparer. En fait, il faut être prêt physiquement et fort mentalement, en fait. Ok, donc physiquement, tu fais du sport quotidiennement, quasi. Et mentalement, comment ça se passe alors? Il faut pouvoir, le plus dur, et ce qu'on a souvent eu comme retour, ce que M. Lardot disait souvent quand il montrait des images, parce que du coup, on a nos matchs qui sont filmés, donc il revenait avec nos propres images, et c'est bien parce qu'on a compris plein de choses. Le fait de se voir, des fois, c'est impressionnant. Quand tu ne te vois pas, tu crois que ça roule, puis tu vois une vidéo et tu te dis comment est-ce que je cours, qu'est-ce que je fous, je me rappelle pas l'avoir fait comme ça. Qu'est-ce que... C'est ça qui te fait évoluer finalement. Ouais, ça fait évoluer super fort. Et donc le truc le plus dur à maîtriser, je pense que c'est le côté un peu émotionnel en fait. Ou même, comme on parlait tout à l'heure, des situations peut-être un petit peu plus tendues. Le fait de ne pas montrer qu'on est énervé, le fait de ne pas montrer quelque chose de personnel en fait, de ne pas se laisser atteindre personnellement, parce que dès que la personne va t'atteindre, elle va savoir qu'elle a touché une corde sensible. Tu lui ouvres peut-être une porte pour venir encore plus dans ta bulle, dans ta zone safe. Donc, il faut être capable d'être un peu poker face, je vais dire ainsi. D'un autre côté, il faut pouvoir être
être clair, il faut que le message passe sans non plus avoir l'air d'un policier, parce que du coup, si tu fais que aboyer des ordres, etc., les gens, ils vont absolument... Que ce soit tes collègues arbitres ou que ce soit le banc ou les joueurs, personne ne va t'écouter après 10 secondes si les mots n'ont pas de sens. Donc il y a tout un travail à faire au niveau de la communication. Admettons que j'ai une position de hors-jeu, parce que le hors-jeu, c'est tout un bazar. À chaque fois que tu discutes avec des gens qui comprennent pas les règles du football, à chaque fois, je sais pas pourquoi c'est la règle du hors-jeu qui ressort. Moi, elle me semble évidente, encore bien. Oui, encore bien. Heureusement. Et donc, en fait, admettons qu'on ait donc dorénavant la position, le joueur qui est hors-jeu et qui ne jouera pas la balle, c'est plus punissable. Avant, c'était le hors-jeu universel. Le gars, il n'était pas dans le truc, hop, c'était parti. Ouais. Il y a des gens qui sont encore bloqués. Hein. On entend des fois sur le bord du terrain. Il était hors-jeu. Tu t'en prends souvent quand même, ça. Les vieux de la vieille. On s'entend ras le cul de ça. Non, mais j'aime encore bien. T'aimes bien, ouais. Quand tu vas dans des coins un peu reculés, tu sais, dans des équipes qui viennent de monter en national ou quoi, c'est créatif au niveau... des insultes que au tu niveau prends. des insultes, c'est créatif. C'est rigolo. Ouais, je me doute. Et donc, du coup, maintenant, tu peux avoir des situations. Donc, on fait la photo, on analyse le truc. Et là, il peut peut-être se passer quelque chose. On lui dit d'attendre. Donc, moi, je le dis des fois en anglais, fatalement, avec mes collègues néerlandophones. Donc, wait. Et puis, go. Ou alors, là, c'est hors-jeu. Donc, il y a tous des codes comme ça. Mais c'est très important, ça, avant le match. Tous les arbitres, on est éduqués, je vais dire, on est clairement sur la même ligne. On nous donne les codes à toutes ces formations dont je t'ai parlé à Tubize. On nous donne les codes à avoir pour se faire comprendre par un maximum de personnes. Donc, on a plus ou moins tous la même façon de fonctionner. Mais il y a des arbitres qui aiment bien avoir une certaine communication à tel moment, sur telle phase de jeu. Donc, en fait, on fait des espèces d'instructions avant le match. Donc, les arbitres, ils ont un support, souvent une tablette ou leur feuille. Et ils nous expliquent, voilà, quand c'est comme ça. Des fois, ils nous montrent des phases qu'ils ont déjà eues. Voilà, là, j'ai eu un problème, ça s'est pas passé comme j'aurais voulu. On a eu un problème de com. Si ça se produit, j'aimerais bien que ça se passe comme ça. En fait, c'est quelque chose qui dure quand même une vingtaine de minutes avant le match. Donc, ça, il faut le savoir. On a une espèce de théorie, un peu comme les joueurs. Et là, l'arbitre explique à ses assistants la façon dont il aimerait que ça fonctionne, la communication exacte qu'il aimerait, etc. 90% des choses sont plus ou moins les mêmes, mais des fois, il y a une petite truc en plus. Et il faut vraiment avoir des questions, nous les assistants et l'arbitre, il faut vraiment être très précis, essayer de visualiser les situations desquelles on parle, parce que quand elles arrivent sur le terrain et que tu n'es pas prêt, c'est trop tard. Ouais, mais on apprend de ça. Si on n'avait jamais ce genre de situation, on n'apprendrait pas. Donc, Alors, pendant les matchs, il y a évidemment des débordements parfois. Tu dois y faire face. On en a parlé pendant le petit questionnaire juste avant. C'est déjà arrivé que tu te prennes en effet des fumigènes, pas dans la gueule, mais... Non, ils sont là dans l'herbe. Ouais, dans l'herbe, un peu trop près, quoi. Sur moi, je pense que j'ai jamais réellement réappris. Peut-être de l'eau ou de la bière, peut-être de la boisson. C'est déjà arrivé, ça, ouais. Ouais, mais il y a des terrains, en fait, même des terrains en national, où en fait les supporters sont juste derrière la barre, derrière les 3 mètres de la ligne. Alors, fatalement, moi, en étant sur la ligne, ils sont juste là. Donc, il y a des terrains où ils sont très, très proches. Comment tu réagis face à ça? Alors, ça dépend. Il y a une des 2 fois où j'ai pris des liquides. C'était le fameux match dont j'avais parlé, Sarster. Au moment où il y a un goal, les gens ont fait « ouais » avec leur verre. Et je pense que j'étais trop proche. J'étais dans la cible d'atterrissage, à mon avis, de l'histoire. Et les autres fois, c'était l'autre fameux match où les gobelets venaient de plus haut. Et le match n'était pas en cours. Théoriquement, si ça arrive... on doit faire arrêter le match, il doit y avoir un appel micro, etc. Donc voilà, il doit y avoir un respect autour de l'arbitrage. Même les joueurs, ça arrive des fois qu'on voit le gardien qui se fait un peu caillasser, etc. Le match ne peut pas continuer dans ces cas-là. On voit quand même souvent des débordements en stade pour le moment, et même avant, en fait. Ça ne s'est jamais arrêté, finalement, tout ça. Oui, non. Il y a eu quand même beaucoup de débordements dans l'histoire, et il y en a toujours. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais à dire justement aux supporters par rapport à ça, à leur dire C'est la licorne là. On est là pour le foot, on est là pour l'amour du jeu, on est là pour le fair play, on est là pour voir du beau jeu, on est là pour être tous ensemble, pour supporter son équipe. J'ai jamais compris pourquoi la violence devait intervenir là-dedans, mais à ce moment-là, tu te poses une question plus générale et tu te demandes pourquoi la violence, elle intervient partout. Mais ouais. J'ai pas de message de... plus de paix à communiquer. Je comprends. C'est compliqué. Ok. Jusque quand on fait ce taf-là, en fait, d'arbitre? Il existait une vieille légende, enfin, il existait avant une retraite à 45 ans. On dit que 45 ans, c'est l'âge un peu charnière, même à l'UEFA. Mais maintenant, il n'y a plus...
il n'y a plus ce genre de choses. Déjà, il y a tout ce qui a changé. Hein. Il y a le VAR aussi qui est entré en jeu. Donc fatalement, quand on est dans le VAR, il n'y a plus l'aspect physique, je vais dire ainsi, entre moi en jeu. Donc fatalement, peut-être aller plus loin dans les âges. Ouais. Mais ici, voilà, il y a on voit en Angleterre des arbitres qui ont la cinquantaine. Ils sont en pleine forme. Hein, ouais, et c'est des trucs de fou. Donc il n'y a plus les limites d'âge, elles sont vraiment très vers le haut en tout cas. Je pense qu'elles sont quasiment toutes abolies. Et pour les femmes, en fait, ce que ta capacité physique t'offre la possibilité de faire, ce que la vie aussi t'offre la possibilité de faire. En tant que femme, nous, on est confrontés par rapport aux hommes. Admettons qu'on fonde une famille, fatalement, physiquement, il se passe quelque chose. On a plus d'une année d'interruption, le temps de la grossesse, de l'accouchement, etc. Donc, des fois, il y en a qui ne reviennent pas après. Okay. Qui n'arrivent pas à revenir. Ici, en Belgique, elles sont quasiment toujours toutes revenues. Okay. Mes collègues qui ont eu des enfants. Donc, c'est un peu en fonction de la vie. Des blessures, des machins, des bazars. Des fois, c'est pas toujours le travail. Donc, voilà, il peut se passer plein de choses. Il y en a justement de tes collègues qui hésitent à avoir un gosse à cause de ça, peut-être? Alors, moi, on va dire que je suis sur le tard. J'ai jamais hésité. J'ai toujours repoussé et puis après ma vie privée ne faisait pas non plus en sorte que ce soit le bon moment, mais je pense que l'arbitrage a quand même guidé le truc. Je pense que je suis restée bloquée là-dessus et alors fatalement quand je suis montée en national, quand j'ai réalisé que j'allais avoir le badge international et tout ça, je me dis pas cette année-ci, pas l'année prochaine. Pas la celle d'après non plus. Et en fait, ça guide un peu ta vie, quoi. C'est une passion, c'est une vraie passion. Depuis quelques années, Depuis que je suis montée en national et que j'ai le badge international, c'est tout tourne autour de ça. Ça fatalement le travail. J'ai changé plusieurs fois d'emploi pour que ça colle. La vie privée, la vie sociale, il y a plein de choses. Fatalement, le dimanche, t'es au stade. Enfin voilà. Et la façon de manger, la façon de s'alimenter. Donc voilà, il y a un peu tout qui est... là, c'est géré par l'arbitrage. En fait. Tu conseillerais quoi aux jeunes qui veulent se lancer dans l'arbitrage? Alors, c'est le plus important. T'es prêt? Il faut prendre du plaisir. Parce que là, je suis en train de parler de trucs de fou. Je suis en train de parler de faire attention à ce qu'on mange, de changer de boulot, de ne pas fonder de famille. C'est un choix qui est complètement personnel. C'est quelque chose... Ma vie s'est faite comme ça et je suis en paix avec tout ce que j'ai fait. Mais le plus important, chaque moment que tu passes à t'entraîner, bien sûr, tu es dans la douleur, etc., tu as ton objectif. Mais si tu t'amuses plus et que tu n'aimes plus ce que tu fais, et alors le pire de tout, c'est sur le terrain, tu t'ennuies ou que tu te sens mal, il faut arrêter. Et il faut aimer ce qu'on fait, c'est le plus important. C'est toujours ce qu'on dit dans les petites instructions qu'on a avec le ref. Déjà, on est là pour prendre du plaisir. C'est la première chose. Qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans ce taf? J'arrive pas à savoir. Est-ce que c'est les liens qu'on a créés. Être au plus proche du foot, des joueurs et des joueuses, du sport que tu préfères certainement dans la vie? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est plus ce côté strict où ça t'instaure une rigueur, etc. Tu vois, il y a plein de trucs qui peuvent te plaire, mais c'est quoi le plus? Je me suis déjà posé la question et je me dis que quand quelqu'un trouve quelque chose pour laquelle il est doué, visiblement, et que tu obtiens des choses et il se passe des choses dans ta vie via cette passion pour laquelle apparemment tu as des skills intéressants, et je crois que tu arrives à un stade où tu ne peux plus expliquer comment tu prends du plaisir, en fait, parce que d'une passion, tu es passé à quelque chose qui a pris une ampleur monstrueuse. C'est comme, je sais pas, les artistes de street art ou les chanteurs ou quoi au caisse, tu leur dis qu'est-ce qui te plaît et ils vont toujours te parler d'un vieux souvenir où ils étaient dans leur chambre en train de gribouiller eux-mêmes. Ils vont revenir au basique, en fait, au moment où ils étaient en super kiff. C'est ça. C'est quoi ton vieux souvenir à toi? Mon vieux souvenir au niveau du foot? Oui. Tu regardais des matchs quand tu étais gosse, etc. Alors, oui et non. Mon papa aimait bien le foot, mais lui, il était arbitre de basket, il avait joué au basket. Et je lui avais déjà demandé pour jouer au foot, et ça n'avait pas été accepté. Ah ouais, ok. Ouais, non, il voulait absolument pas. Quoi. Et j'ai vu un film qui traitait de David Beckham, ça s'appelle « Joue là comme Beckham », j'ai vu ce film à l'école.
Et donc, c'est une équipe de football féminine. Elles sont fans de Beckham, ça se passe en Angleterre, etc. Ah, ça a changé ma vie. Je dis, vraiment, je dis ça pour rire, mais c'est pas pour rire. Je me suis dit, mais j'ai trop envie. Et du coup, j'ai demandé à un ami à moi que son papa était entraîneur chez plus où, donc début 2000. Hein. Et le gars dit, si, je crois qu'il y a une équipe de foot, machin. Donc, j'ai commencé le foot. Et là, il s'est passé plein de trucs. Et de là, on m'a mis au défi de devenir arbitre. Donc, c'est vraiment arrivé... par le plus grand des hasards, quoi. Okay, ça s'est fait de fil en aiguille, quoi. Mais t'aimais bien ça, quoi. Ouais. De base. Ouais. Est-ce que tu voulais déjà faire du foot J'aimais bien l'uniforme. Je me rappelle que je voulais être gendarme comme mon papa à l'époque. Bah voilà. Ouais, je voulais faire quelque chose. Bon, bah voilà, j'ai un drapeau. J'ai pas une matraque, c'est la vie. Ok, super. On a parlé de ce que tu conseillerais à des jeunes arbitres qui voudraient se lancer. Qu'est-ce que tu conseillerais aux filles qui veulent se lancer, justement, plus particulièrement? Alors, j'ai une question pour toi. Alors, du coup, pourquoi ce serait différent pour une fille d'un garçon? On le sait, il y a énormément de professions qui, malheureusement, où les hommes sont favorisés par rapport aux femmes. Et les professions sportives qui nécessitent donc... de faire du sport pour les pratiquer, comme l'arbitrage. Souvent, c'est plus favorisé quand t'es un mec. Et dès lors, on peut supposer que, inconsciemment ou consciemment, dans la tête des sélectionneurs, il va y avoir quelque chose qui se passe, tu vois. Et c'est souvent le cas. Même si tu as un renouvellement et que la parole s'est libérée par rapport à ça, malheureusement, il y a encore beaucoup de billets. Tu vois, inconscient ou conscient, hein, ça dépend un peu des personnes. Ici, est-ce que tu en as ressenti, toi, dans ta progression? Moi, oui, mais maintenant, ici, au niveau de l'arbitrage, comme j'ai dit, j'ai eu la chance d'accompagner Mehdi Seyoud, le responsable du recrutement, à l'une de ces journées d'information et de formation. Et en fait, je pense que ce qu'on regarde en premier chez les candidats, que ce soit un garçon ou une fille, on regarde la forme physique. Et ça, du coup, que ce soit une fille ou un garçon, c'est la même. Je vais dire, si tu vois si la personne, elle va tenir bon, elle est capable de courir, elle est capable de tenir... c'est quand même 2 fois 45 minutes chez les hommes, mais chez les petits, c'est un peu moins, mais il faut être là, quoi. On regarde la personnalité aussi, fatalement, parce que si tu as déjà peur quand tu arrives au recrutement, que tu sais pas dire bonjour, je m'appelle, et tu te dis punaise, faut se pointer dans un stade. Ça va être compliqué de ça. T'as les bancs, t'as les coachs, t'as les petits, t'as les parents, parce que être en équipe de jeunes, c'est pas nécessairement être plus facile qu'être en équipe adulte. C'est deux problématiques qui se ressemblent et qui sont complètement différentes au final, parce que dans les équipes adultes, t'as les supporters, le club, le machin, et en équipe de jeunes, tu peux avoir les proches, les parents qui sont très proches sur le terrain. C'est toute une autre dynamique, mais ça reste quelque chose de très pressant. Mais du coup, ce qu'on regarde, c'est pas nécessairement, on regarde pas le sexe fatalement, on a des recrutements, on a une journée de recrutement exclusivement féminin et je suppose que si c'est mis en place, c'est peut-être mis en place pour que la fille se sente plus à l'aise. Mais les stages, BIDEREF, etc. sont ouverts à tout le monde et Super. Il y a moins. Mais il y a des filles qui s'inscrivent. Ça a évolué alors dans le bon sens ces dernières années. Ok, c'est très bien. Et comme tu disais, le football provincial s'est énormément diversifié, même en équipe de jeunes. Avant, les filles jouaient avec les garçons, elles jouaient ensemble. Maintenant, il existe des équipes jeunes exclusivement de filles. Exact. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur à n'en plus finir. Et fatalement, plus on avance, plus on parle des arbitres. Ils sont quand même pas mal mis en lumière. Moi, quand j'étais plus jeune, on parlait que de Colina. On en faisait tout un truc. C'était Dieu. C'est toujours Dieu. Mais ici... Colina, pour les gens qui ne savent pas. Donc, c'est l'arbitre, Pierluigi Colina, c'est un arbitre italien qui a fait des Coupes du Monde, des machins. Il était très reconnaissable par son physique, parce qu'il avait une alopécie, donc il n'avait pas de cheveux, pas de sourcils. Il faisait des yeux de fou. Enfin, il devait parler très peu, et d'un autre côté, il parlait cinglant. Et c'est ça qui l'a amené... il avait tout. On le voyait souvent. Il avait tout pour être un bon arbitre, en fait. Il avait un body language complètement particulier et il a mis le truc en lumière à son époque. Mais je pense qu'ici, on en parle aussi un peu plus en Belgique. Donc, au final, ce qu'on pourrait conseiller aux femmes qui veulent se lancer, c'est qu'il n'y a pas tellement de différence, en fait. Non, il n'y a pas de différence. Et il n'y a pas d'âge, donc il ne faut pas avoir peur. Du coup, j'en suis un peu la preuve. Faut pas hésiter. Je ne dis pas tellement parce qu'il peut exister encore des billets de personnes donc plus âgées, peut-être, qui ont encore des
des pensées justement inégalitaires. Faut être prêt sur le terrain, ouais. Faut être prêt de ce qu'on va entendre. Et d'un autre côté, je dis toujours, je pense pas que c'est plus dur pour une femme que pour un étranger. Malheureusement, les insultes racistes, elles sont très présentes dans le football. Je voudrais pas être un de mes collègues étrangers. Des fois, on leur dit des choses qui sont saisissantes. Donc, sexisme, on le voit racisme, souvent dans les gradins, quand même. Ça reste deux problèmes de la société, pas spécialement dans le sport, qu'il faut pouvoir encaisser. Misogynie et racisme. La différence, elle est là, et d'un autre côté, il faut en faire sa force. Ouais. Et ça t'a forgé, toi? Tu as senti que ça a eu justement un effet positif de confronter à ces gens-là? Je suis très fière, en fait. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en ce moment, avec le groupe actuel au niveau des badges internationaux, je suis la seule francophone, donc je suis la seule issue de la CFF. Et je sais pas, à un moment donné, je vivais bien ma vie, etc. Je me disais, lol, j'avais quelques collègues. Et au final, quand je vois tout ce que je donne et comment la chose a tourné, je me dis, ça doit pas couler de source, en fait. Finalement, ce qui se passe, j'ai travaillé pour. Et je suis extrêmement fière. Je dis pas que j'aime bien être toute seule, j'aimerais bien être rejointe, ce sera un peu plus sympa. Mais chaque jour, je suis fière de ce que je fais. Trop bien. C'est quoi le prochain step que tu voudrais atteindre? En ce moment même, donc j'ai une promotion pour monter d'un stade donc en football masculin, donc en division 1. Mais du coup, ça nécessite des tests physiques qui sont plus compliqués que ceux que j'ai réalisés jusqu'à présent dans ma carrière. Quand je dis plus compliqué, le temps que je dois faire, je ne l'ai jamais fait. Mais il n'est pas trop tard pour un nouveau défi, donc je m'entraîne assez sérieusement depuis quelques mois. Et on verra. Donc d'ici quelques semaines, je dois passer ce fameux test. Donc le but, ce serait de le réussir cette année. Je pourrais éventuellement retenter peut-être ma chance plus tard, mais ce serait vraiment chouette de pouvoir le faire. On te l'espère, Mélie. Merci. Et la prochaine rencontre, par exemple, que tu vas arbitrer, ça va être quoi? Je pars dans 10 jours. Je vais en Lituanie pour un mini-tournoi qui concerne la Champions League. C'est des matchs de qualif. Ça te permet quand même de voyager pas mal. Des pays que tu ne disais pas, tiens, je vais y aller. Le premier voyage que j'ai fait, c'était au Kosovo. Ok, ouais. Et j'étais dit, où est-ce? J'ouvre l'atlas. C'est ça, attends. Non. C'est trop bien. C'est trop bien. Et tu peux visiter un peu les villes, etc. Un petit peu. Ça dépend. Quand c'est match, fatalement, on va 3 jours. Bien sûr. On a le temps de visiter. Ça dépend où on est logé, ça dépend où est le stade, etc. Des fois, c'est pas toujours dans des villes. Ouais. Et quand c'est 9 jours pour les tournois, alors là, oui, on a une journée sur les 9. Génial. Où on va un petit peu à gauche, à droite, où on nous montre un petit peu. C'est chouette de pouvoir découvrir d'autres cultures. Quand on est en tournoi par-dessus le marché, il y a des arbitres qui viennent d'autres pays. Donc, on discute avec elles, etc. Les observatrices viennent d'un autre pays. Donc, c'est vraiment, au niveau culturel, c'est quelque chose qui est extrêmement riche. Génial. Ok, super. International, ça veut dire plus intra-Europe quand même. Pour l'instant, je dépends de l'UEFA. J'ai également le badge FIFA. D'ailleurs, les matchs que j'ai fait avant la Coupe du Monde, certains, c'était Irlande-Zambie. Donc, fatalement, comme c'est un pays africain, là, ça dépendait de la FIFA. C'était un match de la FIFA. Mais sinon, pour l'instant, oui, c'est l'UEFA. Et alors, ensuite, quand tu es sur la liste élite de l'UEFA, là, tu es appelé pour les trucs un peu FIFA, etc. FIFA peut t'appeler, quoi. Okay. Là, ça dépend pas que de moi. Il y a toute la team Belgium qui doit y mettre un peu du sien. Mais voilà, là, c'est déjà pas mal. Fière d'être la seule Belge francophone à être sélectionnée pour l'international? Oui. Comme je disais avant, je m'étais dit, tiens, ce badge... Quand il est arrivé, je savais que je l'avais mérité, etc. Mais c'est maintenant ici, après 2 saisons, en étant dans la 3e, que je me dis, il n'y a personne qui suit derrière. Bon sang, et maintenant que je m'intéresse un petit peu au recrutement, que j'accompagne, qu'il y a tout qui a été remis en place. On a eu l'année où on a été accompagné par Monsieur Lardo, etc. Donc j'ai un peu plus une vue sur le recrutement, sur le cheminement, sur l'investissement que ça doit amener. Et je vois bien que ça, malheureusement, ça ne suit pas. Et je me dis, punaise, en fait... Je ne suce pas de mon pouce là où je suis. Non, il a fallu bosser. Tout ce que j'ai fait, ça m'a amené ici maintenant. Et ce n'est pas la fin du parcours. Alors ça, c'est super important aussi. Il y en a des fois qui ont des promotions ou quoi, ils s'imaginent que, comme je dis, il y a les jeunes qui arrivent, des fois ils sont à Tubize, ils sont contents d'être là. C'est jamais la fin du parcours, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours aller plus haut. Si tu as des anecdotes dont tu t'aimerais faire part et qui ne sont pas rentrées donc, dans ces questions-là, etc., c'est peut-être le moment.
Peut-être que tu en as justement à nous raconter une qui te vient comme ça, qui serait peut-être bien. Ouais, des choses un peu non professionnelles, un peu rigolotes, la créativité de certains joueurs pour essayer de draguer un petit peu, c'est toujours un peu rigolo, tu vois. Mais quand t'es assistant... C'est vrai que ça doit arriver quand même pas mal, quoi. Ouais, ou tu sais, bonjour rêve, madame, ben, c'est référé aussi en fait. Oui, ouais. Oui. Ils sont toujours un peu... je mets un petit bloc comme ça, tu vois. Ou une fois, donc vous êtes la femme de lui, on attend le troisième? Non, c'est moi, j'ai un sac, vous voyez, je ne l'ai pas trouvé là dans le couloir. Mais c'est pour se marrer ou c'est un peu misogyne quand même? Ah non, et il y en a, et bizarrement, ils ont la liste des arbitres, il y en a qui ne s'attendent pas à me voir arriver. Ah ouais, ok. Ah donc, c'est vous, donc il faut un autre vestiaire. Je dirais, les gens, quand c'est des clubs où je ne suis jamais allée, parce que maintenant ça fait un moment que je suis dans le paysage footballistique, ils me connaissent bien, mais des fois quand c'est des clubs, on n'a jamais mis les pieds et les gens sont un peu surpris. Mais c'est très bien, tu mets un petit coup dans la fourmilière de ce monde. Et on nous pose toujours la même question, en plus, on nous demande toujours si on est le même trio. Alors ça, c'est pas le cas. En pro, ils ont tendance à être, ils font partie d'une liste, ils ont tendance à bosser ensemble, ce qui est bien normal pour avoir des trucs à eux. Nous, on tourne. Et donc, on me dit toujours, vous êtes toujours ensemble? Et on me la pose moi maintenant. Mais avant, on me disait, c'est votre mari? Donc je suis devenue arbitre pour passer tous les week-ends avec mon mari et la fédération nous a désignés ensemble. Et je pose la question en étant peut-être un petit peu hautaine comme ça et les gens sont toujours un peu désolés, mais je trouve la question, elle est complètement farfelue en fait. Un peu lunaire, ouais. C'est un truc de fou, c'est comme tu as un grand chirurgien avec son bras droit et on lui dit donc vous êtes la femme de monsieur, mais non, j'ai fait des études et tout pour être... C'est ça quoi. Donc ça, c'est votre mari, je pense que c'est une question qu'on m'a déjà posée plein de fois. Et la petite anecdote... Ça, c'était bien rigolo aussi, tu vois, quand on est assistant A, donc on est du côté des bancs, c'est important. Assistant A, il est du côté des bancs, le 2, il est de l'autre côté, pour faire les changements. Donc, je me rends au milieu du terrain, je contrôle l'équipement du joueur et je demande au joueur de se retourner pour montrer son numéro. Et donc, je dis à ce moment-là au joueur, ton numéro, comme ça, prête à... Je fais mon job, quoi. Et le gars, il me regarde, il me fait 0498, c'est pas le gros beau. Mais ça arrive plusieurs fois. À chaque fois, tu sais, quand tu passes les joueurs, ton numéro. Et à chaque fois, je dis trop tard, les gars, la vanne, elle est déjà sortie. Mais non, on la met de la vie. Mais c'est déjà, les numéros, c'est rigolo. Ouais, oui, c'est marrant. C'est un peu beauf, mais c'est marrant. J'étais sur un super match à l'époque de la D3, une grosse équipe avec un super joueur qui avait mis un goal merveilleux. Et moi, je sors mon papier pour noter le goal à un moment donné. Et les supporters avaient ouvert la porte, il faisait super froid, ils étaient tous dans la buvette, ils avaient ouvert la fenêtre. Le numéro, c'était... Wanderson, le joueur, le numéro de Wander. Donc ouais. Si j'avais voulu, j'aurais un super carnet d'adresses, mais non. Ouf. T'as jamais voulu? Non, il faut pas faire ça. Bah non. Il faut vraiment pas. Tu perds en crédibilité évidemment si tu le fais quoi. Ouais, c'est sûr. Et d'autres anecdotes peut-être? Peut-être des anecdotes un peu moins drôles où il s'est passé des trucs sur le terrain ou d'autres choses comme ça avec des supporters un peu trop... Quand je vais par exemple dans le Hainaut, je me souviens, il y a un match où j'ai rien compris en fait. Je ne comprenais même pas les insultes ni ce que les gens disaient. S'il y a une espèce de patois là-bas qui est pas le même wallon que le wallon liégeois, je vais dire ainsi, et je comprenais rien quoi. Alors... Les meilleures insultes que tu as reçues? Je sais pas. Parce qu'il y en a plein des insultes au référé. Ouais. Et je me dis, ça doit être dur à encaisser quand même, mais il y en a certaines qui te font rire plus que d'autres peut-être? Ouais, je les retiens pas. Je retiens des fois ce qu'ils disent aux joueurs, ça m'avait bien fait rire. Le gamin, il n'arrivait pas à faire, le gamin, c'était en équipe senior, hein, il n'arrivait pas à faire une passe correcte, quoi. Et c'était une équipe un peu italienne comme ça. Et les supporters, l'équipe était connue, les supporters engueulaient leurs joueurs, mais non-stop, quoi. Si vous continuez comme ça, on va aller voir la P3, mais qu'est-ce qu'on fout ici? On a payé. Mais c'était hilarant d'aller là-bas, quoi. Et le gars avait dit, t'as tes pieds en forme de croissant ou quoi? Et t'as l'expression. Et je me suis imaginé le truc, ouais. T'as les pieds en forme de croissant, tu joues en slash aussi, ça c'est... Ouais, c'est classique ça, c'est plus classique que les pieds en forme de croissant, jamais entendu. Ça m'a tué. C'est bon ça, c'est très bon. Ouais. Ils sont inventifs quand même. Ouais, mais c'est surtout quand t'as les gens d'un certain âge, je trouve. Ouais. Ils ont eu le temps de les travailler, tu vois. Ça rajoute du charme au foot, d'ailleurs, tout ça. Mais oui, parce que maintenant, il y a tout cet aspect dont tu as parlé, les débordements, etc. C'est abusé, mais après,
les supporters, ça reste quand même quelque chose de culturel. Quand même les joueurs le disent, hein, quand tu as une colonne, quand tu as un stade avec une tribune complète avec les ultras, mais pas les ultras violents, les ultras qui déroulent une banderole, ils ont mis je sais pas combien de jours pour la faire, les pauvres, parce qu'il faut s'imaginer, ils se rejoignent entre eux, c'est un club et tout, quoi. Qui te déroulent un truc, ils te font un merci général quand tu as un joueur qui s'en va ou machin, un truc comme ça. Et il y a des hommages qui sont rendus. Ils décorent la tribune de façon magnifique. Quand tu vois l'ultra d'un point de vue positif, je vais dire ainsi, d'un point de vue culturel dans le football, Et en vrai, c'est majoritairement ça. En général, ouais. Quand tu regardes, il y a quand même beaucoup de... il y a des débordements, en effet, mais il y a quand même plus de matchs où ça se passe bien que de matchs où ça se passe mal. Malheureusement, quand il y a quelque chose qui se passe mal, on en parle tellement, on en parle plus que quand les choses se passent bien. Donc, on met trop le doigt dessus. Que ça prend plus d'ampleur, mais clairement, il y a plus de plaisir que... Sinon, personne ne le ferait. Ben non, exactement. Même les joueurs, à un moment donné, donc ouais. Tout à fait. Merci, Mélissa. Mais je t'en prie. Merci mille fois. On va se quitter là. Pas de souci. Et merci à vous d'avoir suivi une nouvelle émission de Snack. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, pour une nouvelle émission. D'ici là, abonnez-vous sur tous nos réseaux sociaux, toutes nos plateformes de podcast pour nous soutenir. Ça nous aidera bien. Ciao.